Salut Amélie, On m'entend. comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Comment tu te sens être la deuxième, là, en passant deuxième? Mais ça va. La glace a été brisée déjà. Parfait. À mon tour. C'est la première fois que tu parles devant un public? Non. Dans un micro, oui. Ça va être une première. Parfait. Ouais. Bien, regarde, je t'invite à t'asseoir confortablement. Fais comme s'il n'y a personne. On est juste nous deux. On est assis sur le canapé, puis on prend un petit café. T'as un petit peu d'eau, là, si tu veux t'hydrater. Parfait. Fait que je vais rentrer dans le vif du sujet déjà. Avec ma première question, j'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi le rôle en tant qu'avocate carcéraliste? Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les personnes incarcérées, tant au provincial qu'au fédéral, leur expliquer les droits desquels font l'objet, de les préparer pour leurs audiences devant la commission des libérations conditionnelles. Aussi, des fois, ils ont des questions en lien avec les soins de santé, la discipline à l'intérieur des murs. Là, s'ils ne respectent pas les règlements, ils ont des sanctions. Donc, c'est quand même assez large, mais ça couvre tous leurs droits en détention. Puis une avocate carcéraliste, ça fait quoi comme étude? Ça fait un bac en droit, puis par la suite, il faut faire le barreau. Donc, c'est le cheminement là, pour être avocate. Puis par la suite, on peut s'orienter là, plus spécifiquement, faire un stage ou travailler directement en droit carcéral. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire du droit carcéral? Moi, de mon côté, j'ai étudié en criminologie avant l'Université de Montréal. Puis, j'ai eu un cours de droit criminel. J'ai décidé de m'orienter finalement en droit. Puis, à l'UQAM, j'ai choisi l'UQAM parce que ça avait plus un aspect social. Puis, il y avait un cours de droit carcéral là, qui était donné par, à l'époque, Lucie Lemonde. Donc, voilà, c'est ce qui a déclenché mon désir de faire ça. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Carcéral, ça fait à peu près 4 ans. Avant ça, j'ai fait du criminel et pénal. OK. Peux-tu expliquer c'est quoi la différence entre du criminel et pénal et du carcéral? Oui. Le criminel pénal, c'est tout ce qui est avant le prononcé de la peine. Le pénal, on va plus être dans le registre là, des règlements, les étiquettes, par exemple. Le criminel, ça va être là, vraiment là, tout le processus jusqu'au prononcé de la sentence, qu'on aille à procès ou qu'on plaide coupable, peu importe. Puis le carcéral, c'est vraiment après coup, une fois que la sentence est donnée. Ça peut être provincial, là, 2 ans moins 1 jour et moins, ou au fédéral, là, on est dans le 2 ans et plus. Là. Puis toi, dans le fond, tu interviens vraiment dans les deux situations, autant provinciales qu'au fédéral. Oui, OK. c'est ça. C'est vraiment intéressant, merci. Merci d'expliquer aussi pour les gens qui ne connaissent pas la différence, hein, Oui. parce que c'est ça, c'est géré par deux institutions. Puis est-ce que ta façon est-ce que ton rôle change en fonction de ça? Les lois changent, les règlements, les directives ne sont pas les mêmes, mais le rôle est le même, tu sais, au niveau de l'accompagnement du conseil juridique, ça demeure. Là. Intéressant, merci. Est-ce que tu peux me parler des principaux obstacles que tu rencontres dans ton travail? Oui, il y en a plusieurs. D'emblée, bien, ce qu'on constate en ce moment, beaucoup, nous, à notre bureau, là, précisément, c'est un vieillissement de la clientèle. Donc, on a beaucoup de clients ces temps-ci, là, 85 ans et plus. Donc, évidemment, ça l'emmène certains enjeux niveau soins de santé. Des fois, il y a des problèmes là, qui ont surgi là, avant l'incarcération, mais pas nécessairement parce qu'ils sont en détention. Puis qui ont des cancers, phase terminale. Donc, ça l'amène une panoplie d'enjeux au niveau de la réception des soins. Parce que, par exemple, un département d'oncologie ne va pas nécessairement envoyer le dossier automatiquement à la détention pour qu'il y ait un suivi d'emblée. Donc, il peut y avoir un laps de temps là, dans lequel, justement, il y a comme une période morte où la personne ne reçoit pas de soins. Là. Donc, ça peut engendrer là, des problématiques. Puis, donc, ça, c'est une chose. On a d'ailleurs là, un client récemment qui est décédé quelques semaines après son entrée en détention. Donc, je pense que c'est comme quand même des réflexions
de société qui sont importantes, dans le sens que pourquoi cette personne-là, mettons, ces personnes-là, pourraient pas bénéficier d'un sursis ou de la prison à la maison, là, qu'on appelle. Donc, je pense que c'est vraiment comment qu'on réfléchit les peines, les adapter à ce genre de clientèle-là. Tu sais, oui, il y a l'aspect punitif dans la détermination de la peine, mais je pense que faut penser plus loin, la réinsertion sociale, puis adapter les peines aux personnes. Donc ça, c'est un enjeu auquel on fait face. Récemment, là, c'est comme d'actualité. Sinon, on a parlé un peu plus tôt là, des personnes autochtones à Amos. C'est souvent les personnes que leur famille, le filet social est éloigné, sont un peu plus proches des centres urbains. Ouais. Donc, c'est sûr que les visites, des fois, sont plus rares, plus difficiles de la famille à l'établissement de détention. Aussi, pour les frais téléphoniques, les interurbains, c'est quand même assez astronomique, là, donc ils n'ont pas nécessairement les moyens. Donc, ça peut créer une coupure de la communauté du filet social. Puis évidemment, c'est pas le genre de choses qui va bénéficier à une réinsertion sociale réussie. Donc, ça serait aussi un autre élément là, qu'on remarque beaucoup. Autre chose, sinon, au niveau de la médication, ça aussi, ça a des enjeux. Par exemple, au fédéral, les psychiatres, les médecins ont des molécules qu'ils peuvent prescrire. Okay. Ils ont une liste de molécules qu'ils ne peuvent pas nécessairement prescrire pour des raisons soit de sécurité ou peu importe, pour le trafic institutionnel, là, par exemple. Donc, moi, j'ai souvent des clients qui m'appellent, qui me disent « Bien là, tu sais, ma prescription est toujours active. Mais là, je rentre en détention, là, j'ai rencontré le médecin, ils veulent me couper mon Lyrica, par exemple. Donc là, ils vont diminuer la dose jusqu'à temps que ce soit nul. Puis par la suite, ils vont prescrire une autre molécule. Mais souvent, c'est des molécules qui ont été aussi testées en communauté, qui n'étaient pas nécessairement effectives pour la personne. Donc, ça entraîne là, justement des symptômes qui ressurgissent, un état de santé qui est plus difficile. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez commun dans notre travail là, au day-to-day. Là. Donc, ça, c'est une chose. Sinon, il y a aussi un manque de personnel. Non, beaucoup, là. On n'en a pas parlé encore, mais c'est un peu partout. C'est ça, c'est généralisé, là. On entend ça souvent. Puis, ça a des impacts. C'est pas juste au niveau des agents correctionnels qu'il y a un manque d'effectifs, mais ça peut être aussi les agents de probation à l'intérieur des murs. Donc là, ce que ça peut entraîner, c'est que, par exemple, une personne qui a une peine de entre 6 mois puis 2 ans moins un jour au provincial doit être évaluée par un agent de probation avant de passer devant la commission des libérations conditionnelles. Donc là, elle peut passer à son 6e, une seconde fois au tiers. Puis, c'est sûr que quand on a des courtes peines, bien, les dates sont rapprochées, il y a un manque d'effectifs, les agents ils ont beaucoup de dossiers à s'occuper, beaucoup d'évaluations à faire. Donc, c'est sûr que c'est pas facile pour que la personne puisse être entendue dans les délais là, proche de son 6e, par exemple. Donc, souvent, ce qui arrive, bien, c'est qu'on est rendu au tiers, puis là, le dossier est prêt, donc là, on peut passer au tiers. Donc, le 6e, souvent, c'est illusoire là, pour des petites sentences. Tout le monde fait son possible, mais c'est la réalité. Là, si tu me permets, là, demander la libération conditionnelle, c'est un droit? Le demander, oui. L'obtenir, non. C'est un privilège. Il y a des critères dans la loi qu'il faut rencontrer, évidemment, là, à plusieurs niveaux. Plusieurs choses qui sont considérées, les antécédents, le comportement en détention, la gravité des délits, est-ce que la personne se responsabilise, comprend les conséquences de ses actions. Donc, ça, c'en est quelques-uns, là, mais c'est sûr que c'est un droit de pouvoir le demander, mais c'est pas nécessairement toujours faisable dans la réalité actuelle. T'sais. Puis là, par la suite, il faut présenter, par exemple, un projet en transition ou en thérapie si on veut bénéficier là, d'une sortie. Donc, on constate en ce moment que les ressources sont débordées. Il y a des listes d'attente. Donc, encore aujourd'hui, moi, j'ai un client qui c'était pour son 6e, il passait en audience aujourd'hui. Mais il a dû retirer sa demande de 6e parce que la thérapie n'a pas de place avant décembre. C'est la thérapie qu'il a choisie, à laquelle il veut aller, mais ça va être dépassé son tiers finalement. Donc, les ressources aussi sont débordées. Donc, c'est un peu partout qu'on constate qu'il y a des enjeux, là, tant en communauté qu'en détention.
Puis toi, comment tu t'adaptes quand il y a ce genre... Tu m'as nommé quand même plusieurs situations. Comment tu t'adaptes? Ben, on essaie de conseiller le client sur c'est quoi les meilleures options pour lui. Essayer de voir, mais c'est sûr qu'on y va toujours avec le mandat qui nous est donné, ce que la personne veut faire. On essaie de s'adapter puis de lui expliquer c'est quoi la réalité aussi, là, parce qu'il faut être conscient que ça, c'est la réalité du moment. Donc, c'est quoi les décisions que la personne veut prendre en considérant ces éléments-là. Puis, on essaie de le conseiller au mieux, mais au final, c'est la personne qui décide qu'est-ce qu'elle souhaite faire dans les circonstances. Oui. Pas facile. C'est ça. Ben, on croit vraiment à la réappropriation du pouvoir des personnes. Puis ben, notre rôle, ben, c'est beaucoup d'informer. Puis est-ce que je me trompe? Non, c'est ça, c'est de conseiller. T'sais, moi, au final, je vais donner un conseil à la personne selon ce que juridiquement, puis socialement, ce que moi, je trouve qui est préférable pour cette personne-là. Mais après ça, si je te conseille d'attendre ton tiers puis d'aller dans une thérapie puis que c'est pas ça que tu veux faire, bien, si je veux dire, on va y aller avec ce que la personne nous donne comme mandat, mais on va quand même lui expliquer c'est quoi ses chances de succès puis qu'est-ce qui risque d'arriver s'il fait tel choix pour la suite des choses. Bien, merci, c'est vraiment intéressant. Je vois que les obstacles que tu nommes sont quand même liés au système carcéral. Oui. Pas nécessairement à l'individuel des personnes. Pas toujours. Pas toujours, oui. Il y a aussi des fois des obstacles individuels, là, j'imagine, oui. Mais c'est plus la réalité systémique, là, si on veut. Oui. Ouais. C'est intéressant, merci. Oui. Puis finalement, ben, comment tu décrirais, toi, le lien entre une avocate carcéraliste et le client ou la cliente? Oui. Ben, je pense que c'est un lien qui est privilégié, dans le sens où, tu sais, bon, on a un code de déontologie, on a le secret professionnel, donc c'est sûr qu'on peut recevoir un peu plus, pas nécessairement des confidences, mais on peut recevoir plus d'informations, tu sais, de la personne, puis qu'il y a parfois un lien de confiance. C'est pas toujours possible d'établir un lien de confiance, ça dépend aussi des personnes, c'est sûr qu'avec des personnes, par exemple, des fois qui parlent pas la même langue maternelle que nous, langue première, ou les personnes autochtones, des fois en étant une femme blanche, mais c'est plus difficile d'établir justement un lien de confiance qui est fort. Mais on peut quand même avoir ce privilège-là, je pense, avec certains clients. Puis, ils n'ont pas peur de se confier, de se livrer sur pourquoi ils se sont rendus en détention, justement. C'est quoi les enjeux, les facteurs de risque, les choses qu'ils doivent travailler. Puis on peut essayer de les guider là-dedans, de les orienter vers certains professionnels aussi, parfois des ressources à l'externe. Donc, ça peut être un lien qui est intéressant là, aussi avec eux là, à bâtir. Puis, ça dépend parce que c'est sûr qu'il y a des dossiers qui sont plus courts. Donc, le laps de temps où on suit le client, c'est sûr que des fois, le lien de confiance n'est pas nécessairement créé. Mais quand on a des dossiers, là, des personnes qui ont des sentences vie ou quoi que ce soit, puis que ça fait plusieurs années qu'on les représente, bien, ils nous appellent des fois pour nous conter leur anecdote de la journée. Là, puis c'est ça. Là. Donc, c'est pas tout un lien qu'ils ont avec le personnel à l'intérieur des murs. Parce qu'évidemment, il y a parfois ce lien-là qui se crée, évidemment. Mais des fois, il y en a pour qui on parle un peu plus tôt là, de la confiance. La méfiance institutionnelle, il y en a chez qui c'est très ancré, c'est des personnes institutionnalisées. Donc, cette méfiance-là, il faut essayer de la démonter là, une brique à la fois. Là. Des fois, on y arrive, des fois, non. Ça dépend. Ouais. Puis, comment tu... Bien, justement, tu me parles que pour toi, c'est important d'avoir un lien quand même qui est fort, parce que c'est privilégié d'avoir un lien avec les personnes que tu accompagnes. Pourquoi? Parle-moi un peu de l'importance, justement, d'avoir un lien avec ces personnes-là. Pourquoi c'est important? Ben, je fais pas juste ta job, mettons. Oui. Moi, je pense qu'on est capable de mieux les guider pour la suite. On est mieux capable de les outiller, de les préparer à leur audience de libération conditionnelle. C'est sûr que
si la personne veut bien paraître devant moi et qu'elle me donne des demi-informations, ben c'est sûr que moi, je vais travailler avec ça. Ça risque d'être un peu ordinaire. Mais tu sais, si on est capable d'aller au fond des choses et de se dire les vraies choses, ben là, on peut pousser un peu plus les réflexions. Des fois, ça peut semer une graine dans l'esprit de la personne. C'est ce qui peut amener vers un changement, peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans un mois, peut-être la personne va revenir en incarcération, puis ça va être à la prochaine peine aussi que ça va peut-être germer dans son esprit. Mais tu sais, des fois, c'est quelque chose qui est possible de faire. Donc, c'est sûr que c'est intéressant dans ce temps-là, là, de pouvoir les aider de cette manière-là. Comme Félix disait tantôt, si on peut aider une personne, ben c'est déjà ça. Enfin, c'est pour ça qu'on fait ça, je pense. C'est du droit social, donc on le fait pour cette raison-là. Le temps file, mais je veux quand même te poser une dernière petite question. C'est quoi l'impact que ça a sur la société, justement? Est-ce que tu me parles de créer le lien de confiance avec les gens? C'est quoi l'impact? Parce que là, tu me parles d'un impact individuel. C'est quoi l'impact sur la société? Mais tu sais, je pense que... On dit beaucoup que l'état de nos prisons, de nos détentions, c'est le reflet un peu de notre société. Je pense qu'on n'est pas parfait, là. Il y a encore du travail à faire. Mais je pense en faisant la promotion de la réinsertion sociale, comme quoi que pas parce qu'on est en détention qu'on jette la clé, là, puis c'est terminé, bien, c'est là qu'on peut militer vers une société qui va être encore plus saine, qui va aller de mieux en mieux là, pour l'avenir. Donc, je pense que c'est un pas à la fois, là, mais c'est de cette manière-là qu'on peut cheminer vers ça éventuellement. J'entends que ça donne une société plus sécuritaire, finalement. Oui, c'est ça. C'est de promouvoir la réinsertion sociale. Puis aussi, un des objectifs de la Commission de libération conditionnelle, c'est de gérer le risque pour la société. C'est le critère qui est prépondérant au final. Donc, c'est le risque, mais c'est aussi qu'on ne veut pas que les individus reviennent en détention. Des fois, c'est ça qui arrive, puis on n'y peut rien, là. Chacun fait ses choix, mais il y a d'autres fois où on est capable de changer la trajectoire. Bien, ça part de la personne, c'est pas nous qui changeons la trajectoire, là. Ça part de soi, mais qu'on peut des fois donner des outils ou des petites choses qui peuvent contribuer à l'épanouissement de chacun, là. Tout à fait, on est là pour accompagner. Exactement, conseiller, accompagner, donc c'est ça notre rôle. Hey, ben merci d'avoir parlé avec moi sur mon petit divan. Tes réponses étaient très pertinentes. J'invite les gens à venir te parler si tu es à l'aise. Oui, pas de problème. S'ils ont des questions. Je te remercie d'avoir fait une petite apparition avec nous. Ça me fait plaisir. Puis, une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Amélie Morin. Merci beaucoup. Merci.